Pour le tourisme en 2022, l'heure du bilan a sonné. Si la reprise a été forte, malgré la hausse des tarifs aériens notamment, l'absence de visibilité, le climat économique aussi plutôt incertain, incite les professionnels à de la prudence pour l'année à venir. Alors, 2023 sera-t-elle la suite d'une embellie ou plutôt le début d'une crise? C'est le débat du jour, en compagnie de François-Xavier Lisnik et de ses invités. Bonjour à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, ravi de vous retrouver. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter au nom d'IFTM une excellente année 2023. Plein de clients, plein de beaux voyages. Pour l'instant, on va poursuivre notre cycle d'émissions sur le tourisme. Pour retrouver d'ailleurs l'ensemble de nos ateliers, vous pouvez vous rendre sur la web TV du site internet de l'IFTM et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va donc tirer les premiers enseignements de cette année touristique 2022 et puis essayer de se projeter évidemment sur 2023. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Patricia Linault, présidente de France DMC Alliance, qui regroupe une quarantaine de réceptifs en France. Bonjour Patricia. Bonjour François-Xavier. À vos côtés Patricia, Axel Mazerolles, directeur général du tour opérateur FTI en France. Bonjour Axel. Bonjour. Et puis enfin, on a le plaisir d'accueillir, et on l'accueille avec vraiment grand plaisir, Guillaume Dejean, chef économiste au sein de la Western Union. Bonjour Guillaume. Bonjour et merci de me recevoir. Eh bien non, c'est un plaisir. On va commencer tout de suite par notre première rubrique, le chiffre du jour. Alors, on le voit s'afficher à l'écran. Selon les entreprises du voyage, l'activité dans les agences de voyage de janvier à octobre dernier est à l'étal par rapport à la même période en 2019. Ça veut dire qu'on a retrouvé les volumes de 2019. C'est une très bonne nouvelle. On reviendra dans un deuxième temps sur le deuxième chiffre, le nombre de clients qui, semble-t-il, est en baisse. Axel Mazerolles, chez FTI, est-ce que vous êtes en ligne avec cette première tendance selon laquelle on a retrouvé les niveaux d'activité de 2019 ? Alors, l'année 2019 est une année très surprenante, puisque c'est l'année de la reprise. Donc, ça fait du bien, effectivement, à nos métiers du tourisme. En ce qui concerne FTI, nous avons fait un plus 19% en chiffre d'affaires par rapport à 18-19. Donc, on est vraiment ravis. Je vous parlerai naturellement de la suite, des tendances sur 2023. Par contre, en termes de passagers, nous sommes en recul par rapport à 18-19. Ça, on va en parler évidemment de ce retrait de passagers, mais en tout cas une bonne année malgré tout. On peut remercier un peu l'inflation, parce qu'évidemment ça permet de gonfler les volumes, mais quand même une bonne année malgré des difficultés opérationnelles. Ça n'a pas été simple cette année, il y a eu beaucoup d'annulations de vols. Le transport aérien n'a pas été simple pour vous. Oui, en effet, beaucoup d'annulations. Par contre, une année, je dirais, de brouillard. C'est-à-dire qu'on avançait sur de la dernière minute, uniquement en dernière minute. Donc, beaucoup de mal. Habituellement, les Français anticipent leurs réservations. Et là, on était uniquement sur de la dernière minute, du début à la fin de cet exercice. Et pourtant, au final, on a réussi. La reprise est là. Ça reste tout ça très fragile. Mais ce qui est quand même rigolo, c'est en termes de destination. Donc, comme vous le savez, FTI France, nous sommes un généraliste, donc spécialisé sur les destinations plutôt moyen et long courrier. Et nous avons quand même retrouvé la plupart de nos destinations favorites des Français, à l'exception de quelques-unes. Donc on retrouve la Turquie, on retrouve l'Égypte, on retrouve le Maroc, on retrouve les Canaries, la Grèce, et ça fait du bien. Quelles sont les 2-3 destinations qui ont surperformé en 2022 là ? Alors, en ce qui nous concerne, c'est numéro 1, l'Égypte. On reste le premier tour opérateur sur l'Égypte et ça cartonne. C'est vraiment de retour aussi bien avec FTI qu'avec les autres tours opérateurs, parce que maintenant, on n'est plus tout seul sur la destination. Mais on l'aime, cette destination. Donc, numéro 1. Numéro 2, la Turquie, qui fut pour FTI vraiment la solution pour les petits budgets en dernière minute, surtout sur l'été. Et les Canaries, c'est le boom sur les Canaries. Et ça continue d'ailleurs. Voilà, donc le top 3. Le top 3, Égypte, Turquie et Canaries. Patricia Linault, on rappelle que vous présidez une association d'une quarantaine de réceptifs en France. Est-ce que vous faites aussi un bilan positif de cette année 2022 ? Je pense que oui. Très positif pour nous.
très positif, avec de très belles surprises. La reprise a été fulgurante dès début février. La clientèle européenne a été la première à nous ressolliciter pour la France. Clientèle lointaine telle que les Américains, c'est encore un petit peu... C'est un peu poussif encore. Encore un peu poussif. On sent que pour 23, mais on y reviendra, ce sera nettement différent. Et puis, la grande révélation de 2022, c'est les Français. C'est les Français qui voyagent en France. Et donc là, on a eu sur les 3 cibles, que ce soit les individuels, les groupes ou les séminaires, ça a été une véritable révélation. On travaille en dernière minute, extrêmement en dernière minute, pour les entreprises. Le grand boom, je pense que c'est le maïs. Véritablement, parce que les entreprises françaises maintenant ne se posent plus la question de partir en Europe, en tout cas pour l'instant, parce que ça fait aussi partie de la politique de l'entreprise, de dire on reste en France, on ne va pas très loin. On a aussi observé des changements de comportement à l'intérieur de ces séminaires qui ont véritablement évolué. Les groupes français redémarrent pour la France. Donc là, on est sur une clientèle d'autocaristes, seniors. Et les individuels vont être notre objectif 2023. Mais ce qui a été vraiment très sensible, c'est que tout ce qu'on avait ressenti pendant le Covid, où les Français s'étaient recentrés sur la France, on s'est dit ça va être un feu de paille quand les frontières vont réouvrir. Non, et tant mieux pour nous. 60% de Français, encore cet été, en 22, sont restés en France. Tous ne passent pas encore par une agence réceptive pour la France, mais on voit une véritable évolution aussi de comportement à ce niveau-là. Oui, ça, cette arrivée des Français en France, on va parler comme ça, en tout cas, ça compense la clientèle asiatique qui était absente, évidemment, les Chinois, les Japonais. Mais malgré tout, le succès des Français en France, ça compense cette carence-là? Oui, pour les individuels, pas encore. Pas encore. Mais pour les groupes, ça commence vraiment à équilibrer. Ça, c'est vraiment vraiment quelque chose de très surprenant, même pour nous. Bon, les Asiatiques, on les a pas vus en 2022 et on les verra pas ou très peu en 2023. En revanche, pour la clientèle française, il y a une très très nette évolution, une prise de conscience. On vient redécouvrir son pays, on vient redécouvrir les régions, mais d'une autre façon. On ne consomme plus le week-end en vendredi, dimanche avec un hôtel et un château et un tour en vélo quelque part. Le français allonge vraiment son temps de séjour sur du 3, 4 nuits, souvent c'est ça, du 5 jours, 4 nuits, et puis veut des expériences. Alors c'est le mot... c'est le grand mot magique, c'est le César, magique. Mais par contre, nous, c'est notre valeur ajoutée, très clairement. Si c'est pour réserver un Airbnb, un ticket de musée, on n'a aucune valeur ajoutée là-dessus. En revanche, pour faire du package avec des belles découvertes, on se recentre sur l'humain, on va visiter un vignoble en vélo, mais on veut aussi savoir comment on fabrique le tonneau, et si on peut aussi aller tailler la vigne, eh bien on y va. Et voilà, donc il y a vraiment une redécouverte de son pays, et nous on en est très contents. Oui, ça c'est intéressant. Guillaume Dejean, l'économie française, on a l'impression qu'elle a quand même plutôt bien résisté. En 2022, on avait prévu que la deuxième partie d'année serait difficile, et puis finalement, on a quand même l'impression que c'est pas si mal que ça. Alors, c'est pas si mal que ça parce qu'on bénéficie d'effets d'acquis. On sortait d'année 2021 qui était record avec presque 7% de croissance. Et finalement, on a vécu sur nos acquis. On va faire à peu près 3% cette année, un petit peu moins. Et on a surtout bénéficié des aides de l'État qui ont permis un petit peu de lisser les chocs liés à l'énergie. Mais on voit quand même que sur la seconde partie d'année, surtout au niveau de la consommation, on voit que ça se dégrade un petit peu. Alors, il y a un effet aide qui permet de lisser, de compenser un petit peu cet effet sur la consommation, mais on a peur de voir un petit peu les effets sur 2023. Et à noter aussi, on a eu un automne qui a été quand même assez doux, et finalement, toutes les tensions énergétiques ne sont pas répercutées encore sur septembre-octobre. On commence un petit peu à en voir les effets avec en ce moment des températures négatives. Ça c'est intéressant, on va en reparler. Évidemment, on va poursuivre notre débat en ouvrant notre deuxième rubrique, la phrase du jour.
On la voit s'afficher à l'écran, je la lis avec vous. La baisse du nombre de clients s'inscrit dans le marbre. À moyen et long terme, c'est un sujet d'inquiétude. Voilà ce qu'a déclaré Jean-Pierre Mas, le président des EDV dans Tourmag. Alors évidemment, cette phrase fait écho aux chiffres précédents qui montraient un volume d'affaires qui certes retrouve des bons niveaux, mais une baisse du nombre des clients. Axel Mazerolle, les voyages sont devenus chers, trop chers peut-être. Est-ce que c'est un point d'inquiétude pour vous, tour opérateur ? Oui, clairement. Clairement, en fait, nous concernant, nous sommes un tour opérateur donc généraliste et on est plutôt connu pour proposer des offres pour les familles, pour ceux qui ont des petits budgets. Et effectivement, on a vu des augmentations de partout, que ce soit le transport, que ce soit l'hébergement. Je parle à destination à l'étranger, c'est impressionnant. On n'a jamais vu ça dans notre métier. Et effectivement, l'année passée fut une année vraiment très particulière dans ce sens-là. Alors, on a une baisse très nette du nombre de PAX. On a une augmentation du chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire face à cette réalité ? C'est de continuer notre politique de prix bas. Donc, on se serre encore plus la ceinture sur nos marges pour pouvoir proposer à ces Français des tarifs accessibles. Donc, on lance des offres. On a toujours lancé des offres, mais qui existent aujourd'hui pour les familles, des gratuités pour les enfants, des réductions pour les adolescents, pour leur permettre de voyager, parce que beaucoup de couples qui deviennent parents ont l'impression qu'ils n'ont plus le droit de voyager. Donc on essaie de se battre et de leur offrir donc des alternatives. On a décidé de ne pas augmenter les charges carburant de notre côté. Jusqu'à maintenant, peut-être que ça va changer, mais à date, on ne l'a pas fait. Lorsqu'on affiche un tarif, il y a toujours les bagages qui sont inclus et une politique tarifaire agressive en early booking. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les gens puissent anticiper leur réservation et qu'on arrête cette notion de réservation en super dernière minute. C'est bon pour personne. On a tous besoin de cette visibilité. Plus on réserve à l'avance, et plus on a accès à de meilleurs prix. Absolument. Absolument. Alors, le groupe FTI, on fait voyager plus de 6 millions de passagers. Donc, vous pouvez imaginer que lorsqu'on est face à des hôteliers, on est en position de force pour négocier les tarifs. Et puis, tout est une question de prix. Peu importe son niveau aujourd'hui, même des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, tout le monde demande le tarif. Voilà. Parce que Jean-Pierre Mas disait que le risque était que le voyage devienne un peu trop élitaire. On a des prix de l'aérien, notamment sur le long courrier. C'est du délire. Sur l'Asie, on a des plus 50% par rapport à 2019. C'est quand même difficile à absorber, ça, pour les clients. C'est très, très compliqué. En fait, on le voit surtout, si vous nous permettez, sur le bassin Med. Les destinations comme la Tunisie, qui faisait partie des destinations petits tarifs, on avait à une époque du 299. Aujourd'hui, en dessous de 460 €, vous ne trouvez pas. C'est fini. Donc, effectivement, un consommateur qui va payer maintenant 440, on va dire 500 € va s'attendre à une certaine prestation. Mais le problème, c'est que pour ce budget-là, il va se retrouver dans un 3 étoiles à destination. Donc, mais voilà, l'expérience ne sera pas bonne au final, donc ça crée d'autres problèmes, alors que tout le monde a fait son travail. Mais ces augmentations, le client au final, il a un budget. Il a un budget. Donc lui, il ne veut pas savoir que c'est l'hôtel, c'est la compagnie, c'est le tour opérateur, c'est l'agence de voyage. Il a son budget. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet prix, on le voit aussi sur les destinations. Vous parliez que vos gros succès, c'est l'Égypte et la Turquie. C'est pas un hasard que ce soit les deux pays où la devise s'est complètement effondrée. Donc en termes de pouvoir d'achat, surtout avec un euro qui a été faible cette année, je pense que ça joue aussi en ligne de compte dans les destinations favorites des Français cette année. Oui, bien sûr, bien sûr. Patricia Lino, l'inflation, les prix des voyages en forte hausse, c'est vrai aussi pour toute une part de votre clientèle internationale qui vit en France. Complètement. Ce qui est valable pour les Français qui partent à l'étranger l'est aussi dans l'autre sens, bien évidemment. Donc ça, c'est aussi une difficulté qui fait que pour l'instant, on est très confiant de revoir les clientèles américaines et australiennes en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby, bien sûr, parce que le dollar est fort. En ce qui concerne la clientèle française, on a une difficulté à leur faire comprendre que l'hôtellerie en France est chère, que les services sont chers. Et ce que vous constatez pour les destinations, on le constate nous aussi en France. Le client a un budget, il est resté avec ce budget en tête depuis 2019. Il n'arrive pas à imaginer que tout a pris... vraiment, voire 30-40%. Nous, l'hôtellerie française, on subit exactement la même chose, avec des niveaux de service qui ne sont pas forcément au top, parce qu'on a tous des problèmes
de ressources humaines pour assurer une qualité. Et lorsque vous vendez un 5 étoiles, un 4 ou 5 étoiles, et que ce sont des apprentis, loin de là, j'ai rien contre, j'y suis passée. Mais le client, lui, il a payé une presta pour un 5 étoiles et il a du mal à comprendre d'avoir un service assuré par un chef de rang et des apprentis au sein d'un restaurant étoilé, par exemple. Donc, on a également ce décalage, très clairement. Guillaume, est-ce que les salaires suivent les mêmes progressions que l'inflation en France? Là, sur ces derniers mois, il y a eu beaucoup de négociations. Qu'en est-il un peu de ces négos? Il y a eu des premières négociations, mais c'est surtout sur début 2023 qu'on va vraiment voir l'impact. Effectivement, si on regarde un petit peu au niveau moyen, on va être sur 4% en moyenne de croissance des salaires. Dans certains secteurs, c'est un peu plus, ça va être autour de 5-6%. Mais globalement, on est aujourd'hui sur une inflation à 6% d'après les chiffres de l'INSEE. Donc il y a un petit décalage qui est fait entre les salaires et l'inflation. Et ça se répercute bien sûr sur le pouvoir d'achat. Donc il va falloir suivre les négociations salariales sur 2023. Le problème, c'est qu'on a des entreprises qui font face à des charges plus élevées et plus d'incertitudes face à leur croissance. Donc il est difficile de leur dire il va falloir augmenter les charges fixes alors que vous n'avez pas de visibilité sur vos marges futures. Donc ça promet, on va dire, des négociations un peu tendues, ce qu'on voit déjà en ce moment. Et forcément des arbitrages des ménages sur leur consommation, évidemment. On peut imaginer qu'avec l'augmentation des voyages, ça se fasse au détriment des voyages à un moment donné. Plus d'arbitrage, c'est sûr que quand la facture d'énergie monte, là, va prendre 15% en janvier, c'est sûr qu'à la fin du mois, on va regarder un petit peu ses dépenses. Donc je pense qu'en termes de tendance, on va peut-être rester sur la dernière minute, du moins dans un premier temps, parce qu'on va voir ce qui nous reste à la fin du mois. Je pense qu'il y a toujours une volonté de voyager qui est toujours présente, mais effectivement, on va faire en fonction aussi de nos moyens. Et donc, on va peut-être aller moins loin, moins longtemps, et regarder un petit peu les offres qui s'offrent à nous en dernière minute. Justement, on va essayer de se projeter maintenant en ouvrant notre troisième rubrique, la question du jour. La question du jour, elle est toute simple, elle tient en 4 chiffres. 2023, qu'est-ce qui va se passer? Comment anticipez-vous 2023? Alors évidemment, je ne vais pas vous demander de jouer les Madame Irma, ce n'est pas la question, mais j'imagine que vous avez en tout cas quelques ressentis ou quelques indices à nous donner. On va surtout évidemment faire parler notre économiste Guillaume Dejean qui est avec nous, mais j'aimerais d'abord vous poser la question à vous professionnels, Axel Mazerolle. Est-ce que vous êtes confiant, prudent, inquiet pour cette année 2023? Comment vous voyez les choses? Géry, je suis d'un côté excité par cette nouvelle année, parce que je vois toujours les opportunités, je vois la reprise qui est là, et prudent, parce que les tendances, on n'est plus sur des années de réservation comme on a connu pendant des années. Alors, on a déjà réalisé 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le nouvel exercice, donc il y a déjà des chiffres. Les chiffres, c'est 30%, 30%, 30% globalement, 30% de super dernière minute, 30% pour des départs qui sont en début d'année ou printemps et 30% sur l'été. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, les Français ont compris, en tout cas en passant par FTI, ont compris qu'en réservant en amont, on allait bénéficier de meilleures offres. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle sur ce nouvel exercice par rapport à l'exercice précédent. L'autre chose qu'on peut noter, c'est le retour du long courrier. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant par rapport à ce contexte de tous ces tarifs qui ont augmenté, mais c'est flagrant. On n'a jamais fait autant de chiffres d'affaires. Donc, au global, on est sur l'exercice, on est à plus 70% par rapport à l'exercice précédent à date. Donc, c'est énorme. Il y a une explosion, il y a un décollage des réservations. Donc, en ce qui concerne le long courrier, c'est vraiment la première région en termes de réservation à date. Alors, pour quelle raison? On essaie de se poser les questions, parce que ça a augmenté, ça a aussi énormément augmenté. Moi, je regarde mes statistiques de ce matin. On a du Punta Cana, on a du Maurice, on a les Maldives qui explosent. Ce sont des destinations qui étaient pour nous en 20e position avant cette crise Covid, et cette année, elles arrivent au top. Alors, on a toujours les top destinations, je parlais des Canaries, de l'Égypte, etc., qui sont là, mais à date, c'est ce qui vient de se faire. Alors maintenant, la question, c'est début d'année. Est-ce qu'on va continuer sur ces tendances? Est-ce qu'on va continuer sur cette destination?
ou est-ce qu'effectivement ceux qui ont le plus les meilleurs pouvoirs d'achat ont déjà réservé? Historiquement, dans le tourisme, c'est janvier, février, mars, on fait 30-40% de notre chiffre d'affaires annuel, en tout cas sur l'étranger. Donc on espère, on croise, on prie, voilà, on fait tout pour que cette reprise soit là en début d'année, mais le début est plutôt hyper encourageant. Ouais, c'est plutôt encourageant. Patricia Linaud, de votre côté, est-ce que vous arrivez à vous projeter un peu sur cette année 2023? Oui, on a déjà des très bons indicateurs en ce qui concerne la clientèle étrangère. C'est elle qui réserve en premier. La clientèle lointaine, forcément, passe par de l'intermédiation et anticipe vraiment toujours beaucoup ses réservations. Donc, on a même déjà des réservations pour 2024, hors Jeux Olympiques. Donc, ça pour la clientèle lointaine, c'est très, très bien parti. La clientèle européenne, là, est en train de se positionner. On a déjà des très beaux chiffres pour le printemps et l'été. La clientèle française va être notre objectif majeur en 2023 pour pouvoir aussi expliquer aux Français et aux individuels surtout qu'ils peuvent retourner en agence de voyage pour retrouver de l'offre packagée sur la France parce qu'ils avaient perdu cette habitude ou ne l'ont jamais eue selon leur âge. Et donc ça, c'est une véritable démarche que l'on a, nous, producteurs, vers les distributeurs français pour que le voyageur français reprenne cette habitude d'aller, OK, là, c'est acquis, on va redécouvrir notre pays, on va faire ce qu'il faut dans des belles conditions. Maintenant, il faut qu'ils sachent où aller acheter ces offres parce qu'ils savent ce que c'est qu'un réceptif. Quand, justement, ils partent en Égypte, ils savent qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, mais ils n'ont pas encore ce réflexe dans notre pays. Donc, ça va être un travail pédagogique sur l'année 2023. En ce qui concerne les groupes, on a déjà des positionnements intéressants via les autocaristes. Ça redémarre. La crainte qu'il y a eu sur fin 21, courant 22, on part en petits groupes, pas trop. On nous redemande des bases 30, des bases 40, alors qu'on était sur des bases 15, 20 en termes de prix. Donc là, on sent très, très bien l'évolution. Et puis, ça va se confirmer. Ça se confirme pour les entreprises qui gardent le chemin de la France pour aller organiser leurs séminaires, qui nous demandent des choses différentes. On est beaucoup moins sur de la réunion, on est beaucoup plus sur du temps de repas, du temps d'activité, de la cohésion. On est beaucoup moins dans le challenge. Et puis, ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est le taux de transformation du nombre de devis. Et on est vraiment passé de 28% à 58% pour les entreprises françaises. Donc, vous êtes quand même plutôt positive pour cette année 2023. Nous, on est hyper confiants. Hyper confiants. Hyper confiants. On est deux ici, quand même. Vous êtes deux à être hyper confiants. Mais bon, les gens du tourisme, ils ont intérêt d'être toujours hyper confiants. Non, sinon... les tendances... Oui, mais les chiffres ont l'air d'être là. Voilà, c'est ça qui est étonnant. Oui. Après, encore une fois, la problématique, si vous me le permettez, c'est effectivement cette courbe. Moi, je pense toujours, et c'est ce que j'ai appris en venant dans ce monde du tour operating, c'est que le gros du chiffre d'affaires se fait en 3 mois, janvier, février, mars. Et en fait, l'année dernière, on n'a pas eu ce pic. Donc, le résultat était positif, mais par contre, super dernière minute. Là, on a ce début. Donc, c'est très positif. Par contre, point d'interrogation sur le début d'année. Et là, je vous laisse la parole. Je pense que vous avez... Là, c'est sûr. Alors, le début d'année, Guillaume, ça, c'est vrai que c'est une vraie interrogation parce que la crise énergétique, pour l'instant, le consommateur ne l'a pas encore touché vraiment du doigt. Le début d'année, c'est la fin du bouclier tarifaire. C'est là que ça va se compliquer. Je m'excuse par avance de doucher un petit peu l'optimisme sur le plateau. Effectivement, on va rester dans cette idée de ralentissement. On anticipe environ 1%, un peu moins de 1% de croissance l'année prochaine. La véritable problématique, comme vous dites, vous attendez un pic de demande sur le début d'année. Or, effectivement, le choc énergétique, on va vraiment le ressentir là sur décembre, janvier, février. Il faut se dire que, d'après les chiffres du Trésor, le choc énergétique, il a été avalé à plus de 50% par l'État. Et du coup, le consommateur ne l'a pas véritablement ressenti sur 2023. Donc, tout va dépendre d'un aléa, bien sûr, sur lequel on n'a pas véritablement de vue. C'est bien sûr l'évolution des températures et voir de comment nos capacités énergétiques vont répondre éventuellement à une vague de froid. Là-dessus, on n'a pas véritablement de prise sur cet aléa. Il est vrai que
On prépare l'opinion publique à d'éventuelles pénuries. Probablement, il n'y en aura pas. Mais néanmoins, on sait que ça pourrait être tendu. Et surtout, c'est au niveau des factures. Alors, pour les ménages, mais aussi pour les entreprises, surtout dans l'industrie et dans le bâtiment, qui sont généralement des secteurs très énergivores. Donc là-dessus, effectivement, début 2023, risque d'être compliqué. Néanmoins, on parle beaucoup de crise. Elle n'est pas inéluctable. On pourrait avoir une reprise qui va s'orienter dès le printemps en fonction de comment on ressort de l'hiver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont intégrées par les marchés et qui sont annoncées dans la presse. On sait que ce sont souvent les trains qui arrivent en retard qui font le plus vendre. Mais on pourrait avoir aussi de bonnes nouvelles à la sortie de l'hiver. Le prix du pétrole, évidemment, c'est important pour les professionnels du tourisme parce que ça conditionne le prix du transport aérien. Est-ce qu'on a une petite idée sur l'évolution des prix du pétrole là, dans les mois qui viennent ou pas ? Alors le prix du pétrole, il a fait véritablement le yo-yo. On est monté très haut après la guerre et maintenant on est très bas. On est sur le plus bas de l'année. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que la guerre est toujours présente. Ce qui fait que les marchés ont surtout intégré une idée de possible récession en Europe et aux États-Unis, donc moins de demandes, ce qui fait que les prix ont déjà commencé à baisser. Ce qu'on anticipe sur l'année prochaine, c'est un petit rebond des prix parce que finalement, comme je vous l'ai dit, beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées. Il y a un facteur assez important, c'est la réouverture de la Chine, qui pourrait s'accélérer sur le début d'année, et qui potentiellement va avoir aussi un impact sur le tourisme. Et bien sûr, la sortie de l'hiver et peut-être une récession qui sera possiblement courte et plus modérée que prévu, ce qui pourrait venir soutenir les prix du pétrole et également des pays de l'OPEP, donc des pays exportateurs de pétrole, qui ont tout intérêt à garder un pétrole relativement élevé et qui vont toujours maintenir les prix. Donc aujourd'hui, on est sur des niveaux de 80, on pourrait rester entre 90 et 100, pas beaucoup plus haut. On espère que ça ne se dégrade pas plus du côté ukrainien, mais on va rester véritablement sur ces eaux-là, on va dire entre 80 et 100 sur cette fourchette-là. Oui, donc ça reste assez raisonnable, on va dire. Vous parliez en effet du retour de la Chine, puisque c'est la grande nouvelle de ces derniers jours. La Chine tourne le dos au zéro Covid, donc évidemment, c'est le redémarrage, on va dire, de la Chine, et ça peut faire pression, en effet, sur les prix de l'énergie, pourquoi pas. Justement, à propos des prix, vous parliez d'une inflation à peu près aux alentours de 6% pour 2022. On anticipe quel niveau pour 2023 ? Est-ce qu'on suit la hausse ou pas ? Alors, on devrait continuer à suivre un petit peu la hausse. Le pic n'est pas passé, c'est ce que nous dit aujourd'hui Bruno Le Maire. On va avoir la hausse des prix de l'électricité sur janvier qui fait que l'inflation devrait continuer un petit peu à augmenter et également sous la pression de l'alimentaire qui est aujourd'hui quand même à 12%, donc qui est quand même le deuxième levier de l'inflation. Et on devrait avoir un dégonflement graduel mais lent sur la seconde partie d'année. Donc on attend grosso modo, on va dire entre 5 et 6% encore d'inflation l'année prochaine. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui les négociations tarifaires sont faites en fonction des prix de 2022. Donc on impute la hausse des prix pour 2023 sur l'industrie, sur l'agroalimentaire, ce qui fait qu'on devrait encore avoir des prix encore élevés. On ajoute à ça la hausse des salaires dans certains secteurs, ce qui fait qu'on devrait quand même toujours avoir des prix relativement élevés. Et ce qui risque aussi d'avoir donc du coup un impact sur les marges. Oui, forcément. C'est vrai qu'on a une forme de paradoxe. On a une économie qui ralentit et puis en même temps un marché de l'emploi assez dynamique. La preuve, c'est que les professionnels, notamment du tourisme, n'arrivent pas à trouver de salariés, d'employés. Cette tension sur le marché du travail, elle va rester en 2023, selon vous ? On anticipe quand même une petite hausse du chômage, de par finalement une destruction de la demande, avec une économie qui ralentit. On a forcément moins de création d'emplois, donc on risque d'avoir une remontée du chômage. Mais il est vrai qu'il y a certains secteurs, surtout, qui payent encore les effets de la pandémie et des certains secteurs qui n'attirent plus assez de salariés. Ça se voit en France, mais ça se voit aussi aux États-Unis et dans d'autres pays. Effectivement, dans la restauration, dans la logistique, dans les transports, on a effectivement des problèmes de recrutement qui sont assez importants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande aux entreprises quel est votre principal frein à la croissance, on ne parle pas en premier des prix, on parle du recrutement. Et c'est une vraie problématique pour l'année prochaine et qui va continuer. Vous parliez d'une croissance à 1%, c'est ça, aux alentours d'1% pour 2023 ? Un petit peu moins de 1%, on va dire que c'est aujourd'hui le scénario. Dans le meilleur des cas, on n'a pas de contraction, ça serait déjà bien qu'on n'ait pas de récession en France. On va dire que l'État est optimiste avec 1%, la Banque de France est autour de 0,6%, donc on devrait être dans ces eaux-là si tout va bien. Et si on a un bon hiver, on va dire, pas
de tension et moins de tension, on va dire, sur l'énergie, on pourrait peut-être faire un peu mieux. Ça va dépendre d'une chose, ça va dépendre de la consommation des ménages et éventuellement des tensions également sur le crédit dont on ne connaît pas encore les véritables répercussions avec des défaillances d'entreprises qui pourraient encore s'accélérer sur 2023. S'il y avait un petit peu de positif à retenir de cette projection économique en 2023, à quoi on pourrait se raccrocher ? On pourrait se rapprocher au fait que l'épargne des ménages est encore assez important, bien plus haut qu'avant la pandémie. Donc, on a des bas de laine aujourd'hui pour venir soutenir cette consommation. On a des salaires qui augmentent et qui vont à un moment avoir un effet, vont compenser un petit peu les effets de l'inflation. On a la réouverture de la Chine qui va être aussi un impact majeur sur l'économie mondiale, mais aussi sur le tourisme. On sait qu'on a eu l'absence des touristes chinois. Ils pourraient revenir petit à petit, ça c'est aussi important. On va dire c'est là-dessus qu'on va se baser. Et l'autre élément, éventuellement un État qui va continuer un petit peu à maintenir sa perfusion sur l'économie pour éviter une trop forte dégradation. C'est tout ce qu'on peut espérer, on va dire, pour éviter la casse. Nous arrivons au terme de cet épisode des ateliers d'IFTM. J'aimerais remercier nos 3 intervenants. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Je remercie aussi les internautes pour avoir suivi cet épisode. Et vous savez que pour être prévenu en temps réel de toutes les nouveautés et du programme des ateliers, je vous invite évidemment à vous abonner à nos réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à notre newsletter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.